toujours plus compliqué. Je suis pas sûrement sûr. Donc je suis resté dans la commande en fait sur le déploiement stratégique et tactique, et idéalement en proximité des soins oncologiques de support sur notre territoire qui est la Martinique. Et ce thème pour nous, je tiens à le préciser, c'est un défi majeur parce que ce territoire, vous allez le voir, met en exergue des besoins particuliers, ça il faut l'entendre. Donc je mène à la fois ce chantier sur le plan universitaire comme chercheur en santé publique, mais également sur le plan de l'ingénierie sociale, puisque je vois bien que ça va nous demander un certain nombre de stratégies. Le territoire martiniquais qui est rapidement présenté, donc une collectivité territoriale, donc une assemblée unique, par fusion du conseil général et du conseil régional, qui est quand même un territoire vieux, hein. C'est le plus vieux de France, semble-t-il, et en fait un territoire où les jeunes fuient, et aussi un territoire avec des indicateurs socio-démocratiques qui sont inquiétants. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres d'épidémiologie, enfin l'incidence escalaire, 19% de la population a aujourd'hui plus de 65 ans, 9,1 plus de 75 ans, et les moins de 15 ans, c'est que 17%. On voit bien qu'on a un territoire assez où le calque n'est pas en faveur d'une reprise. Une chute démographique qui est non maîtrisée, c'est ça l'inquiétant, qui n'est pas sous contrôle, et qui aujourd'hui on est passé à au moins de 350 000 habitants. On était il y a quelques temps à 400 000, et ça, la courbe est assez marquée. Le taux de précarité est à plus de 30% de la population qui vit au-dessus de cette pauvreté, chiffre INSEE qui date de l'avant-Covid, mais il y a forcément à parier que l'incidence Covid a péjoré, en tout cas un aspect péjoratif sur cette incidence. Tension identitaire, ça ne vous choque pas, particulièrement dense et surtout politisée, c'est-à-dire ça se traduit dans les politiques publiques, avec une émergence de phénomènes de résistance qui interroge l'avenir du territoire dans son cadre institutionnel français actuel. Donc voilà un peu dans quel contexte aussi. Et on a aussi une démographie en santé qui est contrariée, parce qu'en fait tout ça c'est corrélé aussi aux tensions identitaires, les manifestations, etc. Et c'est une absence de perspective concrète à court terme. Et des inégalités sociales qui sont criantes, une défiance envers l'État, mais aussi les scientifiques et les institutions telles qu'elles sont. Voilà, je vous donne un petit panorama, un peu anthropo-sociologique. Voilà. Notre groupement, donc on a un groupement d'intérêt public national, on est soumis au contrôle économique et financier de l'État, et on est positionné comme étant un opérateur de l'ARS. Donc on est aussi le siège du DSRC de la Martinique. Notre mission, c'est la mise en œuvre de la feuille de route régionale contre les cancers et la coordination de l'ensemble des acteurs, de la prévention, mais aussi de l'après-cancer, avec une expertise sanitaire, sociale, médico-sociale en cancérologie. Cette structure est innovante parce que c'est la seule structure de ce genre en France. C'est-à-dire que vous trouverez nulle part un groupement d'intérêt public national qui gère la cancérologie. Nous intégrons l'ensemble des dispositifs transversaux, c'est-à-dire des plans cancer, et aussi toutes les expériences transversales, avec le portage du DSRC, mais aussi le MRC pour la recherche clinique, le CRC pour le dépistage, le 3C, l'UCOG, j'en passe, le GUSEM qui est une expérience qui est le guichet unique cancer emploi, puisqu'il y a une thématique sur le sujet. Et le GIPROM est une structure identifiée pour le déploiement dans notre région, dans notre territoire-région, de la coordination de l'offre en SOS sur la Martinique, et il y a une mise en place d'une équipe pluridisciplinaire qui est installée plutôt d'aspect coordination. Bon, je ne vais pas vous assommer que ça, la pauvreté a été vue, on voyait bien par rapport à la France métropolitaine qu'elle est vraiment au-dessus. La population martiniquaise est privée de matériel et de solidarité sociale extrême, 38% de la population alors qu'on a 13 en France. Le chômage chez nous est à 12,4% qui a augmenté récemment, qui est à 8 en France. Donc tous les indicateurs sont vraiment au rouge, avec notamment, on voit également une population qui vit à 60% dans les aires urbaines, alors qu'elle est qu'à 81% en France, avec une ruralité spontanée, même si elle est INSEE considérée comme urbaine, mais elle n'allait pas dans les faits. On verra également là, l'illettrisme il est marqué, alors là on a aussi, excusez-moi, on a un illettrisme qui est quand même fort, parce qu'on est un espace créole culturel, identitaire et social. Et on a aussi 6,3% de la population qui est moins de 15 ans qui sont en décrochage systématique scolaire. Le chiffre a été précisé depuis 2022, il est passé à 9,3%, vous voyez quand même une ascension assez importante qui laisse à craindre. Le logement de salubrité, bon, on est dans une France mise à part, un peu étrange quand même. Donc,
Ces indicateurs vont également corréler d'autres indicateurs, notamment la consommation d'alcool qui est quand même assez importante, même si ça fait quand même des stéréotypes qu'il faut peut-être à un moment casser. Le tabagisme il est totalement inférieur parce qu'il n'y a pas, forcément c'est pas le cas. Le surpoids, l'obésité, tout à l'heure monsieur a parlé des produits sucrés, mais il y a la loi Lurel, mais même indépendamment de ça, les gens rajoutent du sucre, c'est pas difficile. Donc ce qui fait qu'il faut faire bouger les gens, il faut les faire manger différemment, il faut faire des choses, et c'est pas toujours évident. Le risque infectieux, alors qu'on a viré l'HPV en France métropolitaine, et bien, ce risque infectieux il continue à monter avec des VADS, notamment sur la démocardiologie. Et aujourd'hui, l'HPV est encore une évidence bien marquée dans la population. L'exposition environnementale, je ne reviendrai pas dessus parce qu'il y a tout le scandale de la chlordécone qui pose un énorme problème aussi au niveau de la résistance et qui est aujourd'hui corrélé par d'autres expositions environnementales dans des sous petites quand même, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Démographie médicale, ce qu'elle est, hein, vous voyez des tableaux, je ne vais pas les commenter non plus, ici ils parlent d'eux-mêmes, excusez-moi. Ils parlent d'eux-mêmes. Vous voyez également sur la partie des prises en charge, on a des délais qui sont atrocement longs. On a des équipements qui sont performants, par contre. On a quand même de beaux équipements. On a de beaux équipements en radiothérapie avec des dernières technologies. On a également un plateau technique qui est en cours de mettre en place. C'est un projet de pôle qui est porté par le professeur Karim Farid sur le CHU de la Martinique qui va donner quand même à terme quelque chose d'unique dans le monde, je pense, sur lequel on mise beaucoup. Et pour le moment, on n'a pas encore le TEPSCAN, même s'il est annoncé, il est validé, il arrive bientôt. Et le recours en soins, il faut aussi le maîtriser. L'épidémie, on a déjà terminé, je revois dessus, 183 nouveaux cas, 700 décès par année, c'est du classique, c'est plutôt stable. C'est une sous-incidence par rapport au national, mais une évolution beaucoup plus rapide. 0,6 en France et 1,6 en Martinique. Donc ça veut dire que le rattrapage, il n'est pas peut-être très craint. Délocalisation sur incidence, c'est le cas de la prostate, on a un record du monde qui est affirmé en Martinique. C'est aussi le cas de la Guadeloupe. Avec les cancers de l'estomac, le cancer du col de l'utérus et les myélomes multiples, c'est les mêmes typologies que vous voyez dans les Outre-mer. Ça correspond au mode de vie forcément sur l'estomac, le pylori, et aussi le col d'HPV et puis les myélomes multiples. On interroge encore en science, mais il y a de fortes chances de les corréler avec la chlordécone notamment. Sur les ALD, aujourd'hui, on a 11 000 patients qui sont encore en traitement ou encore en suivi, donc qui ont soit un PPS, soit un PPAC, après traitement, et 18 personnes vivantes et ayant eu un moment un diagnostic de cancer. 2 établissements autorisés, le CHU qui a toutes les autorisations, et une clinique privée où on a de la chirurgie uniquement, avec de l'urologie, du digestif et de gynécologie mammaire. Ce qui fait qu'il y a besoin, à mon avis, de rééquilibrer le système des autorisations de manière à pouvoir faire une part, ne serait-ce qu'en site associé de chimiothérapie, à ces cliniques privées. Un accès très limité aux essais cliniques et plateaux techniques en cours d'évolution, je l'ai dit tout à l'heure, mais toujours pas de TEPSCAN, et ça, c'est aussi une incidence. Le cancer aussi, c'est des machines, je l'ai dit, qui sont intéressantes, une évolution, mais il y a aussi un besoin d'humanisation de nos locaux, notamment au CHU, où les locaux restent, je ne vais pas dire, bon, ils sont ce qu'ils sont, et l'accueil des malades sur voie contraire. Des retards qui sont énormes dans l'accès au diagnostic et au traitement du cancer, notamment en termes d'imagerie, en termes d'anapathe. Il y a eu une crise anapathe, et quand je parle de crise, je pèse mes mots car c'était vraiment une crise anapathe. Et il y a aussi l'oncologie médicale avec des retards qui se cumulent, ce qui fait que des prises en charge sont contrariées avec un risque de perte de chance de guérison, voire même de survie, qui est évident. Un taux de fuite qui est quand même préoccupant, qui est à peu près 20%. C'est une estimation à préciser, même si je reviens dessus, d'où l'intérêt ici d'avoir mis en décembre 2021 ce qu'on appelle le PARC, le plan d'action recours en cancérologie, qui permettait de pouvoir structurer les départs des patients, mais surtout leur retour et le lien entre l'organisation régionale et celle métropole. Des diagnostics qui sont de plus en plus tardifs, donc ça aussi c'est à craindre, avec un phénomène observé de renoncement aux soins, un retour aux médecines traditionnelles de plus en plus marqué et un refus de soins des fois caractérisé comme étant une résistance politique. Donc on voit tout ça, que c'est le contexte politico-environnemental, notamment du fait de la chlordécone, qui inquiète sur le plan anthropologique et qui nous demande de penser aujourd'hui les prises en charge dans une démarche scientifique des SHS avec un apport de la socio-anthropologie. Voilà, pour venir à notre sujet maintenant, les supports. Ici, chez nous, c'est plus ou moins structuré pour dire que, voilà, que les choses sont mises en place sans trop de problèmes.
Donc la prise en charge de la douleur aujourd'hui est totalement maîtrisée dans les établissements de santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un retard dans la prise en charge de la douleur. Les établissements sont organisés, les équipes mobiles sont en place, l'HAD semble fonctionner, je n'ai pas de plainte ni de doléances à ce niveau-là. Sur, par contre, la prise en charge diététique nutritionnelle, elle existe dans les établissements, avec le socle diététique, nutritionniste, tout le socle classique, mais j'ai une forte inégalité de santé et d'accès. C'est-à-dire que les restes du territoire, indépendamment de la partie hospitalière, eh ben, ça n'est pas concerné. En dépit, je ne vais pas en parler davantage, du fameux forfait qui reste encore à préciser dans notre plage. Sur les prises en charge dites psychologiques, ça encore c'est exclusivement hospitalier, et là on n'a toujours pas de réseau de proximité. Tout à l'heure je donnais des pistes de réponse, et la prise en charge sociale et familiale et professionnelle, c'était le premier angle d'attaque dans lequel nous avons mis le paquet, avec une thématique que nous portons également sur le plan de la recherche, que nous appelons la socio-oncologie, qui nous permet de partir, je veux dire, des réalités sociétales, sociales, culturelles et autres, et d'arriver à emmener en tout cas une offre de soins cohérente sur notre territoire. Il y a une très très forte pénétration des associations, des collectivités et des politiques. C'est un territoire extrêmement politisé, où les politiques prennent la main, donc avec les CCAS, les mairies, les CTM, enfin tout le corps politique, et voire même les chambres de métiers. Enfin, vous avez vu la dynamique politique du territoire, et les résistances endogènes veulent que ces politiques-là proposent des choses. Donc c'est aussi un intérêt où ils sont très mobilisés pour nous aider sur le déploiement également du plan de support, notamment nos conventions avec les CSAS qui nous permettent aussi d'avoir des bouquets, je vais dire, au niveau diététique, mais aussi psychologique, et aussi de la prise en charge sociale et familiale et professionnelle sur la proximité des usagers directement. Donc c'est aussi le levier, c'est-à-dire qu'on peut quereller quelque part la présence très politisée, mais quelquefois cette présence permet aussi d'avoir une responsabilité, un empowerment politique et de prendre la main dessus. 11 conventions de pratique sont signées aujourd'hui pour pouvoir mettre tout ça en place, des conventions de pratique relativement innovantes, où les indicateurs sont encore silencieux, puisqu'on n'est pas vraiment de distance, on est à moins de 2 ans. Et 3 expérimentations sont en cours, notamment le guichet unique cancer-emploi qui en fait une priorité nationale, le régional chez nous, la socio-oncologie et les points d'information de proximité qu'on appelle des PIC, points d'information cancer de proximité, où se passent des choses, où se passent des activités pour pouvoir permettre aux personnes les plus éloignées du système de santé de pouvoir être là avec une démarche socio-anthropologique. C'est la seule manière aujourd'hui de ramener les gens à l'hôpital. De toute façon, on ne peut pas enlever, si vous enlevez cette démarche socio-anthropologique, les personnes ne vous entendent plus. Les besoins, peut-être qui nous ont semblé être prioritaires, la prise en charge de la douleur, le médical, pour nous, c'est une affaire qui fonctionne. Donc une très bonne réponse et organisation. Donc les équipes mobiles, relations ville-hôpital, y compris l'HAD, ça fonctionne plutôt bien. On n'a pas de choses à redire. Les soins palliatifs sont très bien organisés. Le CHU a un très bon service de soins palliatifs avec des médecins très compétents et qui rendent le service. Et le retour populationnel, il est extraordinaire, il est très positif. Il nous semble néanmoins utile de prévoir quand même des formations continues et des standardisations dans ces pratiques. Et c'est l'un des principaux chantiers que nous entendons mener prochainement à CAPSOS, notamment sur venir revoir un petit peu les outils dans notre dynamique de territoire. Nutrition diététique, des efforts par contre là sont attendus, de manière à couvrir l'ensemble des besoins sur le territoire, car on assiste à une inégalité d'accès, et là encore il faudra territorialiser et repenser sur l'angle de la socio-anthropologie. La prise en charge psychologique, c'est le même problème, donc avec un projet d'équipe mobile qui est en place, mais aussi la mise en place de réseaux avec des partenariats qui va s'inscrire partiellement dans le forfait, mais qui va aussi reprendre d'autres niches de financement et d'organisation. La prise en charge sociale, familiale et professionnelle, elle est pensée dans le cadre notamment du guichet unique cancer-emploi, j'en ai parlé tout à l'heure, le projet scientifique socio-oncologie, et cela cadre avec les objectifs qu'il faut prioriser sur le territoire, dont la feuille de route est très précise sur ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, c'est un extrait de la feuille de route, des axes qui concernent la feuille de route qui a été annoncée par le directeur général de l'ARS en juin dernier, et que vous pouvez aussi télécharger sur nos sites respectifs.
Donc cette feuille de route prévoit un certain nombre de dispositions, notamment mettre en place des dispositifs professionnels et aussi un programme concentré. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, la notion de formation en soins oncologiques de support nous semble être intéressante à évoquer. C'est-à-dire que les pratiques sont anciennes, elles fonctionnent, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà, là vous pouvez retrouver tous ces documents de toute façon sur nos supports, je ne vais pas m'étendre davantage. Pour vous dire, aujourd'hui, 47% des patients bénéficient d'un soutien psychologique, donc ce n'est pas un sujet, même s'il y a des améliorations. 68% nutrition, pas de problème. 76 ont des soins esthétiques et de confort, mais ça c'est grâce au réseau associatif qui est très fort. 62% ont un accompagnement social et 87% ont déclaré avoir été approchés et été informés des SOS lors de leur annonce. Donc ça je passerai parce qu'en fait c'est des choses que vous retrouverez sur notre site, y compris également sur l'organisation des patients et sur tout ce qui convient à mettre en base de ressources, de réseaux, de grands forums, d'informations et de communication autour, faire savoir et aller vers. Et puis voilà. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vu le temps qui est imparti, je vous invite à flash coder ces deux choses. Vous allez avoir et la stratégie décennale de lutte contre les cancers d'une part, et le guide des soins oncologiques de support qui a eu un grand succès par ailleurs. Donc ces deux documents vont vous synthétiser mon intervention et vous donner beaucoup plus d'informations de manière littéraire. Merci.